Mon père a qualifié mon mariage de honte avant même de prendre la peine de ne pas y assister. Je m'appelle Chloé de Valois, fille d'un sénateur français qui a décidé que son image publique comptait plus que de voir sa fille aînée prononcer ses vœux. Le jour de mon mariage, je savais déjà que lui et ma mère ne viendraient pas. Je pensais que le pire sentiment serait la douleur de voir 2 chaises vides et ce silence pesant qui vous suit jusque chez vous. J'avais tort. Juste après la cérémonie, toujours dans ma robe blanche, j'ai ouvert la conversation WhatsApp familiale qui servait habituellement à partager des photos de charité et des mises à jour de campagne électorale. Mes mains étaient stables, contrairement à mon cœur qui battait la chamade. J'ai joint une seule photo de mon mariage et j'ai appuyé sur envoyer sans ajouter un mot, juste l'image. La preuve de la vie que j'avais choisie sans leur permission. Pendant 3 minutes, rien ne s'est passé. Pas de félicitations, pas de questions, pas même un emoji cœur hypocrite. Puis mon écran s'est illuminé comme un tableau de bord en alerte. D'abord ma mère, puis mon père, puis ma sœur cadette, puis des numéros que je reconnaissais comme ceux de l'équipe de campagne. Appel après appel, message après message, tout arrivait en même temps, comme si cette simple photo avait déclenché un incendie dans une maison qu'ils croyaient inifugée. Ils ne paniquaient pas parce que j'avais épousé un mécanicien. Ils paniquaient à cause de ce qui se trouvait d'autre dans ce cadre et de ce que cela pouvait faire à tout ce qu'ils avaient passé des décennies à construire. Si vous avez déjà été traité comme une tache sur le tableau parfait de votre famille, restez avec moi. Et avant de continuer, dites-moi, depuis quelle ville regardez-vous cette vidéo? Et quelle heure est-il chez vous en ce moment? Je pensais que leur absence à mon mariage était la fin de notre histoire. Je ne savais pas que c'était le coup d'envoi de quelque chose de bien plus grand. Des années avant que tout n'explose, les règles de ma famille avaient déjà été gravées dans le marbre à l'intérieur de notre hôtel particulier à Paris, dans le 7e arrondissement. Mon père, le sénateur Marc de Valois, traitait cette maison comme une extension de son bureau au Sénat. Chaque couloir ressemblait à des coulisses, chaque repas à une répétition générale pour la prochaine caméra. Ma mère, Marguerite de Valois, s'y déplaçait comme une régisseuse, lissant les serviettes et les expressions, s'assurant que rien ne semblait jamais déplacé. J'étais leur aînée, celle censée comprendre que les apparences passaient avant tout, et que les sentiments arrivaient loin derrière. Arrivée au lycée, je savais exactement où je me situais. J'étais la sérieuse qui lisait trop et souriait trop peu. Celle en qui ils avaient confiance pour rester assise lors des dîners de mécènes sans rien renverser sur la nappe blanche immaculée. Ma sœur cadette, Alice de Valois, était celle qu'ils mettaient en avant devant le monde. Elle riait facilement, savait charmer une pièce entière et capter la lumière des caméras comme la plupart des gens attrapent un verre d'eau. Lorsque le personnel de campagne passait, il la qualifiait d'accessible et proche des gens, d'une manière qui n'était jamais dite à mon sujet. Il n'y avait pas de dispute hurlante dans notre maison, presque jamais d'éclat de voix. Mon père n'avait pas besoin de crier. Il pouvait me démolir d'un regard, d'un commentaire mesuré sur la façon dont je l'avais déçu, sur la façon dont mes choix rejaillissaient sur son nom. Ma mère ne discutait pas non plus. Elle me rappelait que sa carrière payait tout ce qui nous entourait, et que le moins que je puisse faire était de ne pas compliquer les choses. J'ai appris à lire chaque changement de son expression comme d'autres enfants apprennent à lire les panneaux de signalisation. Un léger plissement autour de ses yeux signifiait que j'en avais trop dit. Une pause avant qu'il ne réponde signifiait que je devais changer de sujet. Une longue expiration à table signifiait que je l'avais embarrassé d'une manière ou d'une autre devant les invités. C'était un entraînement pour apprendre à ne pas être vu. Un après-midi, quand j'avais environ 15 ans, je suis allée chercher un vieil album photo de classe dans le débarras au bout du couloir de l'étage. La pièce sentait la poussière et le nettoyant au citron, empilé de cartons des campagnes passées et de projets scolaires que ma mère gardait pour la frime. Au fond d'une armoire, j'ai trouvé une boîte en carton plate remplie de photographies en vrac. La plupart des images m'étaient familières. Des poignées de mains sur des estrades, des sourires posés devant des drapeaux tricolores, mes parents à des galas de charité. Puis j'en ai sorti une que je n'avais jamais vue. 2 jeunes hommes appuyés contre le capot d'une vieille voiture utilitaire cabossée, le soleil sur leur visage, les bras passés autour des épaules l'un de l'autre. L'un d'eux était incontestablement mon père, plus jeune et plus détendu, les cheveux plus longs, le sourire large. L'autre homme lui ressemblait tellement que pendant une demi-seconde, j'ai cru que la photo était une superposition.
Ils avaient la même mâchoire, les mêmes yeux, la même fossette au coin de la bouche. Mais il y avait quelque chose de plus doux dans le visage de l'inconnu. Il ressemblait à ce que mon père aurait pu être s'il n'avait jamais appris à faire de son sourire une arme. Au dos de la photo, à l'encre délavée, il n'y avait qu'une année et un mot que je ne parvenais pas tout à fait à déchiffrer. Debout dans cette pièce exiguë, la photo dans ma main semblait plus lourde qu'elle n'aurait dû l'être. Elle ne correspondait pas à l'histoire qu'on m'avait racontée sur notre famille. Je n'avais jamais entendu mon père mentionner un frère. Je n'avais jamais vu ma mère mettre un couvert supplémentaire à table ou vu un homme qui ressemblait à ça dans aucun des cadres du couloir. Le bruit des talons de ma mère dans le couloir m'a fait sursauter. J'ai glissé les autres photos dans leur boîte, mais j'ai gardé celle-là comme si quelqu'un pouvait me l'expliquer. Je suis retournée dans le couloir, le cœur battant plus vite pour des raisons que je ne pouvais pas encore nommer. C'était la première fois que je comprenais que des parties de notre histoire familiale manquaient volontairement, et que l'homme sur cette photographie avait été découpé aussi proprement qu'un visage tranché d'un cadre. Dans les années qui ont suivi, cette photographie cachée est restée glissée dans un carnet que je gardais sur mon étagère du haut, un rappel silencieux que quelque chose dans notre histoire familiale avait été réécrit. Alors que je passais à l'âge adulte, la distance entre mes parents et moi ne venait pas d'une dispute dramatique. Elle venait d'une érosion constante de la confiance, d'une compréhension progressive que ma valeur à leurs yeux dépendait entièrement de la façon dont je renforçais leur image publique. Les inscriptions aux grandes écoles étaient traitées comme des notes de stratégie de campagne. Les choix de carrière étaient évalués selon leur apparence dans un titre de journal. Mon père ne m'a jamais demandé ce que je voulais. Il demandait ce qui était logique pour un de Valois. À cette époque, je gravitais vers des espaces qui ne ressemblaient en rien à notre maison policée. Des ateliers de réparation, des centres communautaires, des endroits bruyants où les gens s'interpellaient à travers les pièces et où personne ne se souciait des tapis impeccables. C'est là que j'ai rencontré des gens qui vivaient sans répéter leurs paroles. Leur vie était désordonnée, honnête, non éditée d'une manière qui a réveillé quelque chose en moi. Je n'ai jamais mentionné ce changement à ma famille. À ce moment-là, je comprenais que certaines vérités, surtout celles qui me faisaient me sentir vivante, devaient rester hors de la maison des de Valois. J'ai appris à évoluer dans leur monde avec un calme travaillé tout en construisant une vie séparée hors de leur vue. C'est lors d'une de mes visites à la maison pendant mes études qu'un deuxième indice est apparu. Mes parents se préparaient à organiser une levée de fonds, et j'avais été chargée d'organiser des cartons au sous-sol. En débarrassant une étagère, j'ai trouvé une fine enveloppe coincée entre des bacs de rangement empilés. À l'intérieur se trouvaient quelques documents, rien de remarquable à première vue, mais parmi eux reposait une lettre pliée avec une écriture qui ne ressemblait en rien à l'écriture ferme et délibérée de mon père. Les traits étaient plus lâches, courbés, presque familiers. La lettre n'était pas longue. Elle faisait référence à un désaccord, quelque chose sur des principes, quelque chose sur le refus de suivre un plan. Elle ne mentionnait pas de nom, seulement des initiales, mais le ton portait le poids d'une trahison. Celui qui l'avait écrite tenait profondément à l'autre, et celui qui l'avait reçue avait choisi le silence plutôt que la réconciliation. Je n'ai pas pris la lettre, mais son contenu est rentré avec moi comme une question sans réponse. Le récit familial avec lequel j'avais été élevée, selon lequel nous étions unis, ordonnés, incassables, commençait à sembler fragile. C'est à cette époque que ma relation avec Lucas Martin a commencé à prendre forme. Il travaillait dans un aérodrome local où il passait de longues heures à réparer de petits avions. Je l'ai rencontré lors d'un projet de stage, et ce qui m'a frappé en premier n'était pas sa compétence, mais la stabilité de son écoute. Lucas existait dans un monde sans performance polie. Il valorisait la précision, l'intégrité et la détermination silencieuse. Être avec lui, c'était comme descendre d'une scène sur laquelle je n'avais jamais choisi de monter. Je me suis retrouvée à retourner au hangar sous prétexte de travail, bien que ce que je cherchais fût le calme qui régnait autour de lui. Nos conversations étaient décontractées au début, puis plus profondes avec le temps. Il parlait de moteurs, de solutions et de construire quelque chose à partir de zéro, pas d'optique ou d'alliance. Sans jamais le dire à voix haute, il m'a montré une version de la vie où l'identité n'avait pas besoin d'approbation pour compter. J'ai réalisé lentement, presque à contre-cœur, que je lui faisais confiance d'une manière dont je n'avais jamais fait confiance à personne dans ma famille. Et cette confiance me rendait protectrice envers lui,
envers le monde tranquille que nous créions en marge des attentes de mes parents. À ce stade, je croyais encore pouvoir garder les deux mondes séparés. Celui que mes parents avaient conçu pour moi et celui que je construisais pour moi-même. Je ne comprenais pas encore qu'ils étaient déjà sur une trajectoire de collision, mise en mouvement bien avant que je sois assez âgé pour en reconnaître les signes. Au moment où Lucas et moi avons décidé de nous marier, la distance entre ma vie et la maison des De Valois s'était élargie pour devenir quelque chose de permanent. Le mariage a eu lieu dans une petite chapelle au bord du lac d'Annecy, un endroit calme avec des bancs usés et la lumière du soleil qui traversait les hautes fenêtres en bandes douces et inégales. Je l'avais choisie parce qu'elle semblait réelle, non polissée, honnête, intacte des attentes qui avaient façonné tant de mon éducation. Je n'ai pas envoyé d'invitation formelle à mes parents. Je les ai informés comme on signalerait une absence prévue au bureau, direct, bref et sans le moindre espoir de chaleur en retour. Leur silence qui a suivi était prévisible, bien que la confirmation finale soit arrivée sous la forme d'un message de ma mère. La formulation était polie, efficace et entièrement dénuée d'émotion. Elle faisait référence aux obligations de mon père, laissait entendre que mes choix compliquaient les choses, et terminait par un rappel que le timing comptait en politique. Elle ne reconnaissait pas mes fiançailles, mon avenir, ou le fait que sa fille aînée se mariait. Lorsque la cérémonie a commencé, je n'ai ressenti l'absence des deux sièges vides que comme une légère douleur, comme un bleu que j'avais appris à ignorer. Les gens qui remplissaient la chapelle n'étaient pas liés à moi par le sang, mais par quelque chose de plus solide. Des gens du hangar d'aviation, quelques amis proches de l'école, les collègues de Lucas, des individus qui étaient venus parce qu'ils le voulaient, pas parce que c'était attendu. Et parmi eux était assis un homme que je n'avais rencontré que quelques mois plus tôt, Thomas Vasseur. Je ne l'ai pas reconnu par une introduction, mais par ressemblance. La même mâchoire, les mêmes yeux que l'homme sur la photo que j'avais trouvée des années auparavant. Celui qui n'avait jamais eu sa place dans le récit soigné de mes parents. Quand j'ai rencontré Thomas pour la première fois lors d'un petit événement communautaire, je ne connaissais pas son nom. J'ai seulement senti une familiarité qui a dérangé quelque chose en moi. Plus tard, après une conversation brève et calme où il a révélé son lien avec mon père, la vérité brute a commencé à faire surface. Thomas se comportait avec une confiance discrète, le genre qui ne cherche pas l'attention, mais qui fait sentir sa présence tout de même. Il n'agissait pas comme quelqu'un venu réclamer une place dans ma vie. Il agissait comme quelqu'un qui avait autrefois été poussé hors de sa propre place. Je n'ai pas demandé toute l'histoire ce jour-là. Je n'étais pas prête à affronter ce que je soupçonnais déjà. À la réception, organisée sous un chapiteau dans la cour du lieu de travail de Lucas, j'ai dérivé à travers des groupes d'invités, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Les rires montaient des tables parsemées de nourriture et de décorations dépareillées. Rien ne ressemblait à un événement de Valois. Pas de discours poli, pas de photographe, pas de perfection filtrée, juste une vraie joie, non coordonnée et imparfaite. Lucas se déplaçait dans l'espace avec l'aisance de quelqu'un qui savait exactement qui il était. Le voir comme ça, confiant, ancré, m'a fait comprendre pourquoi mes parents ne pourraient jamais l'accepter. Il ne pouvait pas être façonné ou exploité, ne pouvait pas être plié dans une stratégie politique. Alors que la soirée s'installait dans un rythme confortable, Lucas a passé un bras autour de moi, et pendant un instant, le bruit s'est estompé. J'ai senti la solidité de la vie que nous marquions ensemble, une vie construite loin de la pression des apparences soignées. C'est alors que j'ai remarqué Thomas assis tranquillement près d'une des tables, regardant la célébration avec une expression réfléchie. Il n'y avait pas de ressentiment dans son regard, seulement une sorte d'acceptation calme qui a fait se serrer quelque chose dans ma poitrine. J'ai compris alors pourquoi sa présence comptait d'une manière que l'absence de mes parents ne comptait pas. Plus tard, quand quelqu'un a demandé une photo de groupe, Lucas et moi nous sommes tenus ensemble et Thomas est venu se mettre à côté de nous. Le moment était simple, naturel, non forcé. Mais au moment où l'obturateur de l'appareil photo a cliqué, j'ai senti un changement indéniable, comme une porte se fermant derrière moi et une autre s'ouvrant devant. Les deux portant le poids d'une vérité que je ne pouvais plus ignorer. Au cours de la semaine suivant le mariage, les conséquences de cette unique photographie ont commencé à prendre forme d'une manière que je n'avais pas totalement anticipée. L'image que j'ai envoyée, juste nous trois debout ensemble, avait atterri dans le groupe familial comme une étincelle dans une pièce remplie de papier sec.
Je n'ai pas répondu au barrage d'appels qui a suivi. Je n'ai pas expliqué la photo ni répondu à aucun des messages frénétiques. Au lieu de cela, j'ai laissé le silence s'étendre, sachant instinctivement que le silence déstabilisait mes parents plus que la colère ne le pourrait jamais. Mais sous ce calme, je sentais un changement se propager vers l'extérieur. Mes parents avaient passé des années à construire l'image d'une famille politique unifiée et digne, et l'apparition soudaine de Thomas Vasseur, un homme qu'ils avaient travaillé soigneusement à effacer, menaçait de fracturer la façade dont ils dépendaient. Quelques jours plus tard, une berline élégante est entrée sur le parking en gravier derrière le hangar de Lucas. J'ai reconnu les vitres teintées avant de reconnaître la femme qui en sortait. Alice de Valois a traversé l'espace à grandes enjambées prudentes, comme si le sol inégal constituait une insulte personnelle. Elle portait un jean sur mesure et un blazer immaculé, ses cheveux tirés en arrière avec la précision que ma mère prisait. Sa présence soudaine ne m'a pas surprise, mais la tension autour de ses yeux, si. Elle n'était pas là pour une réconciliation. Je pouvais le sentir avant qu'elle ne parle. Elle était là parce que quelque chose dans son monde glissait, quelque chose qu'elle ne savait pas gérer seule. Je l'ai conduite dans un coin plus calme du hangar où elle pouvait échapper au bruit des machines. Ses mains restaient trop fermement serrées, et elle continuait de jeter des coups d'œil au sol comme si les bons mots pouvaient y apparaître. Je pouvais voir la même tension vive qu'elle portait autrefois lors des répétitions d'enfance pour les apparitions publiques. La tension de quelqu'un censé sourire malgré l'inconfort. Elle a finalement expliqué pièce par pièce ce qui se passait à la maison depuis le mariage. Les appels que j'ignorais n'étaient pas seulement des réactions émotionnelles. C'étaient des tentatives de confinement. Mon père était en pleine négociation avec un partenaire industriel majeur, et la réapparition de Thomas avait envoyé des ondes de choc à travers des réseaux qui dépendaient fortement de récits soignés. Selon Alice, des questions avaient déjà commencé à circuler parmi les alliés politiques qui se souvenaient de fragments de vieilles rumeurs, d'histoires d'une dispute familiale, d'un partenariat dissous sans explication, d'un parent disparu de la vue du public. La photographie ne confirmait rien directement, mais elle soulevait assez de doutes pour que d'autres commencent à tirer sur les fils que mes parents avaient travaillé dur pour nouer ensemble. Pendant qu'elle parlait, j'observais le calme prudent qu'elle essayait de maintenir. Malgré son calme répété, sa déception était palpable. Elle n'était pas en colère au nom de mes parents. Elle était en colère parce que ses propres plans commençaient à s'effilocher. Ses cercles sociaux dépendaient de la stabilité, et maintenant le sol sous ses pieds bougeait. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la réalisation qu'elle ne demandait pas de clarté sur Thomas ou même sur mon mariage. Elle voulait que le contrôle soit rétabli, l'équilibre retrouvé. Elle voulait que je rentre dans le rang assez longtemps pour faire taire les chuchotements. Je n'ai pas offert ce qu'elle voulait. Je n'ai pas adouci ce qui devait rester ferme. Debout à côté de la carcasse d'avion derrière moi, j'ai senti la différence entre le monde qui m'avait façonné et le monde que je choisissais. Le premier exigeait le silence. Le second dépendait de la vérité. Au moment où Alice est partie, la tension dans ses épaules s'était accentuée, et elle marchait vers sa voiture avec la posture de quelqu'un retournant dans une vie qu'elle ne reconnaissait plus. J'ai regardé la berline disparaître au-delà du grillage, consciente que sa visite ne marquait que le début d'un effondrement beaucoup plus large. Quoi que ce fût qui avait été mis en mouvement, cela ne pouvait plus être contrôlé, ni par mes parents et encore moins par moi. Dans les jours qui ont suivi la visite d'Alice, la tension autour de ma famille s'est resserrée comme un câble trop tendu. Les nouvelles ont commencé à circuler doucement dans les cercles politiques parisiens. De petits murmures au début, puis des questions plus pointues dirigées vers le bureau de mon père. Je n'avais pas besoin de confirmation directe pour comprendre ce qui se passait. Des années à vivre dans cette maison m'avaient appris à quelle vitesse le malaise se propage lorsqu'un récit est menacé. La réapparition de Thomas était plus qu'un rappel personnel de vieilles blessures. C'était la preuve d'une histoire que mes parents avaient gardée enterrée, et maintenant la terre autour se relâchait. J'essayais de garder ma routine habituelle au hangar, mais même là, les échos du monde extérieur m'atteignaient. Lucas, sentant le changement, observait attentivement sans insister. La stabilité de sa présence manquerait, pourtant je sentais toujours le poids de ce qui se déroulait. Mes parents avaient bâti leur carrière sur le contrôle. Contrôle de la perception, contrôle du message, contrôle de chaque détail touchant le nom de Valois. Perdre le contrôle n'était pas quelque chose qu'ils savaient supporter.
Il n'a pas fallu longtemps pour que les retombées deviennent plus publiques. Un matin, alors que je triais des registres de maintenance dans le bureau de Lucas, mon téléphone a vibré avec une alerte d'un site d'actualité politique. Le titre mentionnait un audit interne lié à l'une des négociations industrielles que mon père poursuivait. Il n'y avait rien d'explosif dans l'article. Pas d'accusation, pas de méfaits confirmés, juste une série de questions pointues sur la transparence, l'influence et la possibilité de vieux conflits internes refaisant surface. Mais en politique, les questions seules suffisent à allumer des incendies. J'ai lu l'article 2 fois, comprenant immédiatement ce que l'audit représentait. Il ne s'agissait pas de différends politiques ou de soucis budgétaires. Il s'agissait de fissures dans une image soigneusement entretenue, et les rivaux de mon père saisissaient l'occasion d'élargir ces fissures. L'article ne mentionnait aucun nom au-delà des titres officiels, pourtant le timing était indéniable. Au moment où Thomas est apparu à nouveau dans ma vie et sur la photographie, de vieilles incertitudes ont ressurgi. Les gens qui avaient autrefois accepté la réputation polissée de mon père sans hésitation revisitaient maintenant des souvenirs qu'ils avaient classés il y a des années. La réalisation est venue lentement, puis tout d'un coup. Ma photo n'avait pas causé l'effondrement. Elle avait simplement retiré la dernière couche de vernis, cachant une fracture qui existait bien avant que je sois assez âgé pour la comprendre. Au fil de la journée, je me suis retrouvée à revenir à la photo que j'avais prise au mariage. L'aisance dans la posture de Thomas contrastait vivement avec la tension gravée dans chaque photo publique de mon père. Ce contraste seul en disait long sur leur histoire, même sans connaître toute la vérité. Plus tard cet après-midi-là, je suis sortie du hangar pour m'éclaircir les idées. L'odeur âcre du carburant se mêlait à l'air vif des montagnes. Pour la première fois depuis l'envoi de la photo, je me suis autorisée à considérer la possibilité que l'effondrement de mes parents n'avait rien à voir avec mon choix d'épouser Lucas. Cela avait tout à voir avec la vérité qu'ils avaient autrefois enterrée ayant soudainement retrouvé un visage qu'ils ne pouvaient ni contrôler ni contextualiser. Je ne ressentais pas de culpabilité. Ce que je ressentais était de la clarté, le genre qui révèle à quel point votre vie a été façonnée par la peur de quelqu'un d'autre. Mes parents m'avaient élevé en me faisant croire que protéger la famille signifiait protéger leur image. Mais debout à l'extérieur du hangar, j'ai finalement compris qu'une image construite sur une omission ne peut pas survivre à la réalité. Je ne savais pas jusqu'où les conséquences s'étendraient, ni comment mes parents tenteraient de reprendre le dessus. Mais je savais une chose avec une certitude absolue. Quoi qu'il arrive ensuite, cela ne serait pas déterminé par les attentes qui me définissaient autrefois. La vérité avait déjà fait ses premiers pas au grand jour, et j'avais cessé de m'écarter pour la laisser passer. Au moment où les questions autour de mon père se sont intensifiées, j'ai senti que la distance entre nous avait atteint un point de non-retour. Un soir, après un long service au hangar, je suis rentrée chez moi pour trouver une enveloppe glissée sous ma porte. Mon nom apparaissait sur le devant avec l'écriture soignée de ma mère. À l'intérieur se trouvait un court message me demandant de venir à la résidence des De Valois pour une conversation nécessaire. Il n'y avait pas d'excuse, pas de reconnaissance du bouleversement qui les entourait, juste une attente que je me présente parce que je l'avais toujours fait. J'y suis allée, non par obligation, mais parce que j'avais besoin de fermer la dernière porte encore entr'ouverte. Quand je suis entrée dans la maison, le silence semblait plus tranchant que dans mes souvenirs. Mon père se tenait près de la salle à manger, posture rigide, expression contenue, des signes que je reconnaissais comme des tentatives de reprendre le contrôle. Ma mère traînait derrière lui, me regardant avec un mélange d'inquiétude et de calcul. Ils n'ont pas demandé comment j'allais ou comment ma vie avait changé depuis le mariage. Ils se sont concentrés à la place sur les retombées qu'ils subissaient, l'examen minutieux des collègues, les alliances tendues, les enquêtes inattendues sur leurs décisions passées. Pendant qu'ils parlaient, j'écoutais sans répondre. Chaque mot confirmait ce que j'avais déjà appris au fil des années d'observation attentive. Leurs préoccupations ne concernaient pas la famille, mais le confinement des dégâts. Ils voyaient les questions montantes comme un inconvénient, une perturbation d'un récit qu'ils croyaient mériter de protéger. Mon père a fini par orienter la conversation vers moi. Il a sous-entendu que mes choix avaient accéléré la tension soudaine sur son bureau, que j'avais méprisé ce que le nom de Valois représentait. Il parlait comme si ma vie en dehors de cette maison était une déviation plutôt qu'une réalité que j'avais construite avec intention. Plus il parlait,
plus il devenait clair qu'il s'attendait toujours à ce que je m'aligne sur ses objectifs. Même maintenant, même après tout ça. Debout là, j'ai senti un calme inattendu m'envahir. J'ai regardé les murs, les photographies arrangées, la version soignée de notre famille qui n'avait jamais correspondu à la vérité. Je ne ressentais aucune colère, seulement de la certitude. La partie de moi qui cherchait autrefois leur approbation était tombée bien avant ce moment. Quand j'ai parlé, ma voix est restée stable. Je leur ai dit que ma vie n'était plus liée à la leur, que les choix que je faisais n'étaient pas sujets à une stratégie politique ou à une gestion de réputation. Je leur ai dit que je ne reviendrais plus dans cette maison. Je n'ai pas élevé la voix ni lancé d'accusation. J'ai simplement énoncé la limite qui se formait en moi depuis des années. L'expression de mon père s'est tendue, un changement à peine visible, mais suffisant pour montrer qu'il avait compris ce que je voulais dire. Le souffle de ma mère s'est légèrement coupé, bien qu'elle n'ait rien dit pour m'arrêter. Leur silence ressemblait à la confirmation que le lien entre nous avait toujours été conditionnel, maintenu par des attentes que je ne portais plus. Je me suis tournée et je suis sortie de la résidence des De Valois sans hésitation. L'air nocturne semblait vif et propre contre ma peau. Pour la première fois, j'ai ressenti tout le poids de ce que signifiait choisir sa propre vie. Une vie non façonnée par le silence, non modérée par les apparences, non dépendante d'une approbation qui ne viendrait jamais librement. Il n'y avait pas de triomphe à ce moment-là, seulement une libération. Partir n'était pas une victoire sur eux. C'était un retour à moi-même. Son histoire nous rappelle que certaines familles se fracturent non pas par des conflits explosifs, mais par des années d'attente silencieuse qui ne laissent aucune place à l'authenticité. Chloé de Valois a appris que choisir la paix nécessite souvent de s'éloigner des personnes qui refusent de vous voir au-delà de leurs propres besoins. Sa résolution montre que les limites ne sont pas des actes de rébellion. Ce sont des actes de préservation. Pour quiconque s'est déjà senti défini par l'image de quelqu'un d'autre, son parcours offre une vérité simple. Vous avez le droit de sortir du cadre. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a résonné en vous, pensez à soutenir la chaîne pour que plus d'histoires comme celle-ci puissent atteindre ceux qui en ont besoin.